tarda, benvinguts un dilluns més a l'Escola Europea d'Humanitats. Avui parlarem de l'esdeveniment. L'esdeveniment, aquests moments que a vegades no se sap ben bé per què, a vegades un pensa que per què això ha anat tan amunt, altres dius, ostres, això és molt important i ningú se n'ha enterat, perquè hi ha esdeveniments que acaben convertir-se en referents i que acaben, en certa manera, condicionant i marcant la història i que es converteixen en dates de la història. Parlarem d'esdeveniments perquè la persona que tenim l'honor de tenir nosaltres avui, Patrick Boucheron, que és professor del Col·legi de França, historiador, amb una llarga trajectòria personal, entre els seus temes de treball i temes de treball recents, i acaba de treure un llibre sobre aquesta qüestió, ha estudiat les formes de crear aconteixements. I és d'això del que ens parlarà ell en la seva intervenció i que després podem comentar tranquil·lament entre tots. I que em sembla que porta una mirada a aquesta cosa tan estranya que a vegades donem per codificades, coses com les societats pugen i baixen coses, converteixen en esdeveniments, hi ha esdeveniments que es mantenen i altres que després desapareixen sense saber ben bé per què, i en canvi tot té algun sentit i tot ens ajuda a entendre el que passa en una societat. Patrick Boucheron, com dic, que és professor del Col·legi de França, després d'una carrera acadèmica molt reconeguda, ha publicat diversos llibres, Conjurar la por, assaig sobre la força política de les imatges, la por i la història, usos polítics de l'emoció, fer professió d'historiador, el temps que ens queda, i recentment, com dic, 10 formes de crear un aconteixement que havia estat precedit d'un altre text que se'n deia Quan la història fa dades. Això, de quan la història fa dades, ens parlarà avui. Patrick, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, c'est votre moment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre accueil. C'est pour moi toujours un plaisir vif et renouvelé de venir à Barcelone. La fois dernière, c'était en 2019. Et entre 2019 et aujourd'hui, assurément, il s'est passé plus d'un événement. Il y en a un d'ailleurs, qui est celui qui nous a fait croire qu'il y aurait eu un monde d'avant et un monde d'après. C'est le Covid. Le Covid, ça a été un opérateur formidable de réflexion mondiale sur ce qu'était un événement. Et on a pensé, on a souhaité même peut-être, qu'il y ait un avant et un après très nettement distincts, séparés, comme si, d'une certaine manière, l'évidence de l'événement monstre qu'était la pandémie nous rendait confiants dans la certitude qu'il allait couper le temps. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas si évident. Ça n'arrive pas tout le temps, ou pas systématiquement, ou parfois avec retard. Et nous ne savons pas, en somme, lorsque nous vivons un événement historique, s'il va faire date ou pas. Enfin, si, parfois on le sait. Parfois, on le sait immédiatement. Il y a de ces événements, on peut penser évidemment au 11 septembre 2001, où il paraît évident à tout le monde, immédiatement, et sans hésitation, que cela va faire coupure dans le cours du temps. Comment on sait ça? Comment on le ressent? Je pense que c'est une question qui est à la fois très théorique, mais moi j'ai voulu dans ce livre-là la présenter comme une question presque intime, personnelle, qui nous intéresse toutes et tous, dans nos vies, dans nos existences. Je me souviens par exemple de mes parents qui disaient
nous savons exactement, nous nous souviendrons toute notre vie ce que nous faisions au moment où nous avons appris l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est une expression commune. Quelque chose arrive et d'une certaine manière, on sait qu'on en sera changé. Pas l'histoire, pas les livres d'histoire, pas les frises chronologiques. Nous, ça nous rentre dans le corps. Et alors, interrogez vos aînés, ou vos souvenirs pour le 11 septembre, non seulement vous vous souvenez de l'événement, mais vous vous souvenez de vous en train de l'apprendre, où vous étiez, ce que ça vous a fait. Mais d'autres événements, en revanche, c'est plus tard qu'on saura s'ils sont importants ou pas, s'ils auront fait rupture ou non. Par exemple, il y a dans la vie courante des sociétés des élections. On saura plus tard si une élection, ou comme en France, le 7 juillet, l'extrême droite qu'on pensait pouvoir prendre le pouvoir n'y arrive pas. Est-ce que c'est un sursaut ou un sursis? Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est l'avenir qui le dira. Le 24 juillet 2024 a eu lieu une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour l'instant, ce n'est pas une date. C'est juste un événement. C'est une cérémonie, une fête. Mais peut-être que plus tard, on va dater quelque chose qui aurait commencé là. Mais ça, on ne le sait pas encore. On en parlera peut-être de ça, parce que pour moi, un historien, c'est pas seulement quelqu'un qui, de manière théorique, réfléchit sur l'histoire. C'est quelqu'un qui peut aussi produire des imaginaires sociaux et les produire en cas de danger. Et depuis, effectivement, que j'ai écrit ces deux livres, le gros et le petit, les deux grâce à Anagramma traduit aujourd'hui, le temps qui reste et quand l'histoire fait date, eh bien d'autres événements monstres ont survenu. Et je suis sûr que tout ce que je vais vous raconter depuis ce livre, qui est lui-même déjà un peu ancien, puisqu'il reprend une série documentaire que j'avais fait pour la télévision, où j'avais voulu, d'une certaine manière, rendre vivante, accessible, ouverte, disponible, cette manière qu'ont les historiens de raconter l'histoire, parce que je pense que l'histoire, c'est l'art de l'émancipation, mais depuis ce moment-là, d'autres événements également obsédants, bien sûr que nous pensons à l'élection, à la réélection de Donald Trump, eh bien, nous amènent à réfléchir à ce que peut l'histoire pour, d'une certaine manière, défendre un régime de vérité. Mais moi, c'est plus fort que moi, j'aime raconter des histoires. Et je pense que le métier d'historien, c'est pas seulement de faire du fact-checking, c'est-à-dire de décoder les mystifications. C'est aussi de comprendre pourquoi ces mystifications sont séduisantes. On en reparlera. Pourquoi, d'une certaine manière, ces récits sont entraînants, sont attirants. Et comment, effectivement, pour les contrer, on ne peut pas se contenter de les critiquer, mais il faut inventer d'autres récits. Et voilà pourquoi ce livre, il est très facilement organisé en 30 chapitres, qui sont comme 30 nouvelles, qui racontent 30 histoires différentes, mais pas dans un ordre chronologique, dans une sorte de mise en regard, 3 par 3, donc 10 fois 3, qui sont 10 manières
de construire un événement. Au fond, j'ai moins voulu faire une histoire abrégée du monde qu'une collection de problèmes sur ce qu'est un événement. Et pour vous en donner un aperçu rapide, et puis ensuite on en discutera, je vais évoquer, pas raconter, je ne peux pas, mais 6 histoires qui sont dans ce livre, 6 sur 30, 2 par 2, pour évoquer ce que c'est, enfin, 3 problèmes qui se posent quand l'histoire fait date. Le premier problème, c'est de savoir de quand date la date. Depuis quand on dit que tel événement a eu lieu à un moment donné. Alors, vous allez me dire, pour aujourd'hui, et c'est un aujourd'hui qui commence au Moyen-Âge, c'est évident. Je raconte dans le livre La libération de Nelson Mandela, tout le monde l'a vu à la télévision. C'est au moment où on le voit. Le coup d'État de Pinochet, l'autre 11 septembre, le 11 septembre 1974, c'est aussi un événement global parce qu'il est sous les yeux des caméras, qui cette fois-ci ne sont pas des caméras de télévision, mais qui sont des caméras de cinéma documentaire. Mais d'une certaine manière, c'était vrai aussi en 1492, qui était le premier, le pilote, on va dire, de l'histoire que je voulais raconter. C'est-à-dire, 1492, vous le savez bien, pas seulement le voyage de Colomb en Amérique, mais l'expulsion des Juifs de péninsule ibérique et la destruction de la dernière présence musulmane en péninsule. Ces 3 événements font de l'année 1492 l'année monstre. Ces 3 événements font de la date 1492 une date épaisse. Et tout le monde comprend à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de très important. Mais quand on parle de 1492 aujourd'hui, on en parle à l'ombre de la mémoire de cet événement et des conflits de mémoire de cet événement. Ainsi, je le raconte depuis la première commémoration, la première fois qu'on a commémoré 1492, c'était 500 ans après, en 1892, et on ne le commémore pas de la même manière à Chicago, Exposition universelle de 1892, exaltation de Christophe Colomb comme le héros du Nouveau Monde et de la modernité, et de l'autre côté de l'Atlantique, à Madrid en 1892 toujours, parce qu'on est déjà à Madrid en 1892 dans un contexte de décolonisation du premier empire colonial ibérique et d'une certaine manière de crise de conscience de la possibilité qu'a l'Occident de dominer le monde. Ce qui fait que 100 ans plus tard, en 1992, à Séville, on ne parlera pas de conquête de l'Amérique, mais de rencontre entre deux peuples. Et aujourd'hui, la mémoire de Colomb, vous le savez, au Mexique notamment, mais pas seulement, est un objet de conflit mémoriel. Donc si la date ne fait pas de doute, elle s'enrichit ou elle se complique de l'ombre projetée de la mémoire sur elle. Et d'une certaine manière, ce sont les deux qu'il faut penser en même temps. Mais dans ce livre, je prends le pari d'une histoire de longue durée. C'est-à-dire que je prends aussi des événements très anciens. Par exemple, j'essaye de savoir ce que c'est qu'une fondation ou une refondation.
Comment on pense son année 0 dans le calendrier chrétien, dans le calendrier musulman, mais aussi pour les Romains. Les Romains pensent qu'il y a eu un premier jour, qu'il y a eu un commencement à Rome. Et la fondation de Rome, ils la célèbrent, pour nous, dans notre calendrier, le 21 avril 753 avant notre ère. Si je dis 21 avril 753 avant notre ère, fondation de Rome, vous comprenez très bien que ça n'a pas la même valeur historique que si je dis 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Si bien que la question qu'on doit poser au mythe pour la fondation de Rome, c'est de quand date la date? Depuis quand on raconte l'histoire ainsi? Quand naît le mythe de fondation de Rome? Alors on va dire du 1er siècle avant notre ère, au moment où le principat d'Auguste définit les fondements d'une identité romaine qui, contrairement à l'idée qu'on se fait de l'identité, n'est pas, se fonde dans l'altérité, c'est-à-dire que ce sont des étrangers qui ont fondé Rome, et avec l'histoire de l'Énéide, c'est l'histoire d'un réfugié, d'un exilé, d'un vaincu de l'histoire, qui finit par donner naissance à cette fondation compliquée, et compliquée aussi, parce que, comme vous le savez, elle se fonde sur un meurtre, le pire des meurtres, le fratricide, le meurtre de Romulus par Rémus. Et donc, ça veut dire que, au fond, ce qu'on donne à comprendre quand on dit la fondation de Rome, c'est pas un événement, c'est la construction de la croyance dans un mythe. Après, les historiens peuvent réfléchir à ce qui se passe dans la ville dans l'endroit de la terre qu'on va appeler Rome plus tard, au 8e siècle avant notre ère, et ils vont d'ailleurs trouver que la date n'est pas tout à fait prise au hasard, que c'est effectivement au milieu du 8e siècle, peut-être pas le 21 avril 753, mais au milieu du 8e siècle avant notre ère, que des villages qu'on appelle proto-urbains dans le Latium commencent à s'organiser dans une ville. Ce qui nous indique que les historiennes et les historiens ont toujours intérêt à prendre au sérieux les mythes, à les prendre au sérieux. Ils ne disent pas directement la vérité, mais ils nous orientent vers l'endroit où on peut la trouver. Et d'ailleurs, le mythe littéraire de la fondation de Rome a orienté les archéologues vers l'endroit où aujourd'hui ils trouvent les premières traces d'occupation urbaine de Rome. Voilà comment, effectivement, la mise en regard de deux événements totalement dissemblables, 1492 après Jésus-Christ, 753 avant Jésus-Christ, peut poser une première question qui est de quand date la date. J'ai une deuxième question à poser à toutes ces histoires. C'est de se demander si finalement un événement, ce que je suggérais au début, n'est pas ce qui finit par advenir de ce qui est déjà advenu. C'est-à-dire que c'est l'après-coup de l'événement qui le constitue comme événement. Et ce, parce que on dit toujours que l'histoire
elle est écrite par les vainqueurs. On dit toujours que la mémoire qui triomphe, c'est celle des vainqueurs. Alors, c'est vrai pour Christophe Colomb, jusqu'au moment où les anthropologues vont chercher la vision des vaincus. C'est pas vrai pour le Chili d'Allende, où l'histoire qu'on raconte n'est pas celle, enfin, on peut l'espérer, que racontait Pinochet quand il était au pouvoir. Mais il y a des histoires qui sont assez intéressantes à comprendre pour, au fond, je dirais, retrouver un peu d'espoir et s'encourager de l'histoire. Et comprendre que, comme le disait le philosophe allemand Walter Benjamin, rien n'est jamais perdu pour l'histoire. Que rares sont les entreprises de destruction des preuves, d'annulation, d'anéantissement de la mémoire qui finissent vraiment par aboutir et triompher. Je mets deux exemples en parallèle dans ce livre, ça va vous étonner. Ce qui indique que moi, je suis historien de quelque chose. Je suis historien médiéviste, plutôt de l'Italie, à la fin du Moyen-Âge, et que là, vous pouvez effectivement commencer à me regarder d'un œil mauvais en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il va nous parler à la fois de Rome, du Chili, on ne peut pas être spécialiste de tout ça. » Non, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais disons que ma contribution, c'est la mise en regard de ces événements, à partir d'un travail qui est un travail collectif dans ce livre. Par exemple, si je vous demande quels sont les pharaons que vous connaissez, vous allez sans doute dire Ramsès II, Toutankhamon, Akhenaton, et puis Néfertiti. Bon. C'est-à-dire des pharaons qui ont tous vécu en l'espace de 60 ans, alors que la civilisation pharaonique, c'est 3000 ans. Et qui ont tous été totalement atypiques. Et en particulier Akhenaton. Akhenaton, c'est le pharaon qui, au XIVe siècle avant notre ère, a voulu imposer le monothéisme dans l'Égypte pharaonique. Et son histoire est très fameuse, puisque on estime aujourd'hui qu'il y a un rapport entre Moïse et cette mémoire du premier monothéisme égyptien. C'est pour ça que dans la Bible, l'Égypte, c'est à la fois le lieu de l'oppression et le lieu de l'inspiration du premier monothéisme. Sauf que Akhenaton, l'expérience Akhenaton, le moment Akhenaton, c'est un moment très bref qui se termine par ce qu'en latin on appelle une damnatio memoriae, c'est-à-dire un oubli obligatoire. À la mort d'Akhenaton, en 1348 avant notre ère, le culte au dieu soleil qu'il avait institué et supprimé, on rétablit le panthéon pharaonique, on martèle toutes les inscriptions qui disaient la gloire d'Akhenaton et de son dieu, le dieu soleil, et on ordonne l'oubli. Et les temples sont détruits. Et on le supprime même des listes de pharaons.
Et pourtant, on s'en souvient aujourd'hui. Règne bref, règne atypique, règne extravagant, règne qui a laissé une marque indélébile dans la mémoire universelle. Pourquoi ? Pour deux raisons que connaissent toutes les lectrices et les lecteurs de romans policiers. Pas seulement Montalbán, tous les romans policiers. Premièrement, on n'arrive jamais à effacer toutes les traces de son crime. Deuxièmement, quand on efface les traces, on laisse les traces de sa volonté d'effacement. On peut le montrer avec Akhenaton, on le montre aussi, c'est une histoire franco-française, j'y fais qu'une allusion rapide, mais elle est intéressante, je crois, avec le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. À Paris, le 17 octobre 1961. Avant donc la fin de ce qu'on appelait la guerre d'Algérie. On appelle aujourd'hui la guerre d'indépendance de l'Algérie. Des centaines de militants FLN algériens sont noyés dans la Seine et massacrés, tués par la police. La police, c'est celle du préfet Maurice Papon, qui avait déjà sévi pendant l'occupation contre les Juifs. Dans la France de Gaulle, on affirmait que ce massacre n'avait jamais eu lieu. C'est un mensonge d'État. Dans la mémoire militante de la lutte anticoloniale, on parlait du massacre de Charonne, de la station de métro Charonne, en février 1962. 9 militants communistes sont tués, et jamais du massacre du 17 octobre 1961, où 200, 300, 600 militants FLN ont été tués. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste était le grand, promoteur de la mémoire militante. Et il n'y avait que les associations de défense de la mémoire des Algériens immigrés pour timidement soutenir la mémoire du 17 octobre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les mémoires militantes, elles exaltent le 17 octobre. Et aujourd'hui, par rapport aux étudiants, moi je vois la différence générationnelle, c'est Charonne qui est oubliée. Pourquoi ? Parce que là encore, on n'a jamais pu totalement effacer les traces. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, voyez-vous, pour raconter ce que c'est qu'un événement, c'est aussi, et j'en terminerai par là, comme ça on pourra discuter, se demander ce qu'il ouvre, ce qu'il ouvre comme possible, ce qu'il fait au cours du temps. La première chose à laquelle on pense, lorsqu'on parle d'un événement, et d'un événement retentissant, et lorsqu'on dit que ça fait date, c'est-à-dire que ça fait une coupure dans le temps, il y a un avant et qu'il y a un après, c'est d'une certaine manière de se au fond, tous ces événements, ils ne disent qu'une chose. C'est une expression qui
en français comme en espagnol ou en catalan, je pense, est apparemment banal, mais qui dit quelque chose de très profond. Ça a eu lieu. Ça a eu lieu. C'est-à-dire que quelque chose s'est déroulé quelque part. Que du temps s'est déposé dans l'espace. Songez comment beaucoup d'événements portent le nom d'un lieu. Hiroshima. On dit Hiroshima. C'est un nom de lieu, une ville. Mais du moment où elle est bombardée, 6 août 1945, par les Américains, non seulement ça devient un lieu de la conscience universelle, c'est-à-dire que ce nom d'une ville au Japon que personne, peut-être, ne connaissait, accède au rang de conscience universelle, mais ce lieu devient inséparable de sa date. Ça a eu lieu. Et ça, on le ressent vivement dans des... et parfois cruellement, lors de catastrophes naturelles, terroristes. Ça a eu lieu. À ce moment-là, il y a des coordonnées exactes à la catastrophe, dans le temps et dans l'espace. Mais si je prends le cas d'Hiroshima, ce que j'essaye de raconter, c'est comment d'abord c'est un événement visuel. Comment, d'une certaine manière, très vite, ce qu'on a à voir à Hiroshima, c'est l'absence d'image, c'est la disparition des corps. Ou alors c'est plus tard les images des irradiés. C'est ce paradoxe temporel que Hiroshima dit pour nous deux choses. La mort de masse instantanée. On n'a jamais tué autant de monde d'un coup, si vite. Et la mort lente. On n'a jamais tué autant de monde si lentement. Les irradiés. Donc, ce sont nos catégories du temps qui s'en trouvent bouleversées. Car c'est toute l'humanité qui rentre alors dans l'âge atomique. Et vous savez que les Américains justifient le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki par la nécessité de terminer la guerre et disent, si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu encore plus de morts. Et là, on rentre dans, et j'en terminerai par là, la question des futurs non advenus. C'est-à-dire que l'histoire aujourd'hui, elle ne raconte pas seulement ce qui a eu lieu. Ça a eu lieu. Mais ce qui aurait pu avoir lieu, ce qui n'a pas eu lieu, ce que l'événement ouvre, mais ce qu'il referme aussi. Je prends un exemple pour terminer, je prends un exemple célèbre, qui fait d'ailleurs le pendant avec 1492, parce que finalement, je suis historien du Moyen-Âge. Quand est-ce que ça se termine, le Moyen-Âge ? Il y a deux dates scolaires, 1492, 1453, la prise de Constantinople. Et, vue du ciel, la prise de Constantinople, seconde Rome, après... la fin de 476 du dernier empereur d'Occident, Rome est à Constantinople, Constantinople
est prise par les armées ottomanes de Mehmet II, passe dans un autre monde. Très bien. Mais cet événement, il doit être compris dans sa portée par rapport à ce qu'il ouvre. Effectivement, l'Empire ottoman sera la grande puissance du XVIe siècle, mais par rapport aussi à ce qu'il referme. Au moment où Mehmet II prend Constantinople, les églises latines et grecques sont en train de se rapprocher. On n'est pas loin, il y a différents conciles œcuméniques, concile de Florence, concile de Ferrare, etc. On n'est pas loin de reconstituer, c'est pas seulement important pour la religion, c'est aussi important pour la culture, une chrétienté unique. Et les intellectuels circulent entre Constantinople, Rome, Paris, Barcelone, la Catalogne étant un des hauts lieux aussi de cette renaissance possible, par le grec. Les humanistes sont ceux qui apprennent le grec, mais pour apprendre le grec, il faut bien que des Grecs viennent nous l'apprendre. Donc, un autre Moyen-Âge, une autre renaissance était possible, qui n'aura pas lieu. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que c'est qu'un événement aujourd'hui. Ça ouvre des possibles et ça en referme d'autres. Ça ouvre des mondes possibles. Ça, c'est l'histoire glorieuse des événements, 1492, le monde nouveau. Mais ça en referme d'autres. Ce sont des histoires qui n'auront pas lieu. Alors, on peut le dire de manière heureuse ou malheureuse. Lorsque, par exemple, je reprends l'histoire de nos suffrages électoraux, du jour au lendemain, on se rend compte qu'il y a une bifurcation. Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque je pense qu'elle brûle toutes les lèvres, c'est les événements en cours dans le monde aujourd'hui, la seconde élection de Trump, quel monde elles rendent possible, pensable, ce qui ne veut pas dire qu'il va advenir. Et quel monde elle détruit d'avance. Ce qui ne veut pas dire qu'il est détruit à jamais. Voilà pourquoi il est important pour moi, mes chers amis, de faire de l'histoire. Pas simplement pour raconter ce que le passé fut, mais pour chercher dans le passé des ressources d'intelligence, d'encouragement, d'expérience, tout cela ne disant au fond qu'une seule chose, c'est que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous allons engager maintenant la conversation. Merci beaucoup. Alors, si j'ai bien compris, il y a ces deux phrases qui définissent beaucoup votre cadre. L'événement est ce qui advient de qui est béni, et aussi l'histoire des événements est aussi celle des futurs non bénis. Et ça, c'est la double nature des événements. Oui, et c'est une manière effectivement d'animer la chronologie, c'est-à-dire de montrer une sorte, c'est comme ouvrir un éventail. Voilà. Quand avant la bifurcation, tout est possible.
Et l'événement, c'est ce qui referme l'éventail. Voilà. Autre chose n'aura pas lieu. C'est très banal ce que je dis. Mais au fond, quand on y réfléchit, et quand on y réfléchit pour nous-mêmes, c'est-à-dire pas de manière théorique, de manière existentielle, nous en faisons toutes et tous l'expérience. C'est ce qu'il y a effectivement de dramatique avec toutes les histoires de destruction. C'est que voilà, chaque mort annule un devenir possible. Et rapporté à l'histoire des sociétés humaines, en réalité, ça veut dire beaucoup. Si on lit ça, par exemple, au crible, voilà, des événements tragiques au Proche-Orient, ça veut dire que ça a été longtemps, ça a été bien montré, plus on avance dans la guerre et dans l'horreur, plus se renforce la conviction que l'événement qui fait date, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Vous voyez ? C'est-à-dire que, évidemment, il y a toute une série d'événements. Et le 7 octobre est un événement terrible. Mais on voit bien qu'au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans cette histoire désespérante, on comprend après coup que décidément, tant que Rabin était vivant, il y avait des choses possibles, et que la mort de Rabin, l'assassinat politique de Rabin, referme l'éventail. Voilà. Et une fois que l'éventail est fermé, eh bien, l'histoire, elle est coupante, et elle mène qu'à une seule direction, et qui là, en l'occurrence, est le désastre. Il y a donc des événements immédiats, des événements qui se construisent largement, oui. Et des événements qui disparaissent. Oui, oui. Ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'événement immédiat, encore une fois, on le comprend immédiatement. C'est une conscience immédiate universelle. L'assassinat de Kennedy, par exemple. Oui, mais vous voyez, au fond, est-ce qu'on est aussi sûr que ça aujourd'hui que le Covid est un événement mondial qui sépare un avant d'un après? Puisque le monde d'après n'a pas eu lieu, ou pas encore, et où de toute façon, on n'est plus déjà très sûr des dates. Que, je disais tout à l'heure, 2019, c'était avant le Covid, ça on en est sûr, mais c'est très intéressant, même dans notre représentation commune, 2020, 2021, 2022, ça se confond, en fait. Et c'est, d'une certaine manière, ça peut être ça aussi l'événement. Ça peut être la confusion des temps. C'est-à-dire ce sentiment de la répétition, qui est celui des guerres aussi. Voilà. Comment scander une guerre en cours? Comment la rythmer? Où sont les événements? Bon, quand Poutine envahit l'Ukraine, la date, effectivement, de cette date-là, elle définit un avant et un après. C'est le début. Mais la fin, on ne la connaît pas. Et c'est après coup qu'on va scander. Hein. Là, en ce moment, au moment où on parle, il y a peut-être des missiles américains qui volent vers la Russie. Bon.
peut-être que si ça tourne d'une certaine manière, aujourd'hui, on est le combien ? 17 ? 18 novembre. Ça sera peut-être une date dans les livres d'histoire. Parce qu'imaginez que ça se tourne mal. On dira, voilà, le 18 novembre, on a le premier missile, et le 19, et le 20, et le 25, et le voilà. Bon. L'événement est en cours. L'histoire des jours dans lesquels il y a un événement possible qui oui, n'a pas eu lieu. Ça, c'est après coup qu'on le sait. Non, mais à mon avis, il y a un élément très important, et surtout dans les prisons, qui conditionnera la logique de l'événement, que c'est le système, les marques communicationnelles. Oui. Ce n'est pas la même chose, la communication au large de l'histoire, que la communication moderne, que la communication digitale en ce moment. Bien sûr. Est-ce que les événements existeront dans la communication digitale? Alors, qu'est-ce que sera un événement dans la communication digitale? Là, on commence à s'éloigner de ma compétence. Je n'en sais rien. Ce que je sais, effectivement, c'est que les moyens technologiques d'aujourd'hui amplifient la portée du mensonge à un niveau, et de la mystification, à un niveau qu'on n'a toujours pas compris. Et avec une gravité et une intensité qui nous rend encore, pour l'instant, bien naïfs. Voilà. Ça, c'est des questions politiques pour l'Europe, en fait. L'Europe, c'est un événement en risque, disons. Oui. Mais comme vous avez fait le choix des 30 événements, quel est le critère que vous avez imposé pour construire ce portrait? Oui, c'est un portrait par touche. D'abord, on voulait faire le choix de l'histoire mondiale. Voilà, donc ça va de la conquête du pôle sud, du pôle nord, pardon, en 1911, à des événements chinois, Mandela, africain, le royaume du Mali au XIVe siècle, la France évidemment, l'Espagne, enfin voilà, on veut faire le tour du monde, et dans une longue durée, donc de la préhistoire au XXe siècle. Mais encore une fois, ce n'est pas un abrégé de l'histoire du monde, puisque je ne le classe pas par ordre alphabétique, c'est une sorte d'exercice intellectuel sur, comme son nom l'indique, 10 manières de faire l'événement. C'est-à-dire, effectivement, on a choisi ces dates en fonction des problèmes que ça posait. Voilà. Comment faire l'histoire d'une défaite, comment faire l'histoire d'un assassinat. La question, c'était préalable au choix. Que des questions. C'est de l'histoire problème, en fait. Voilà. Pour moi, j'ai été formé à ça. C'est-à-dire, on a un problème, on se pose un problème, qui encore une fois n'est pas un problème théorique, qui peut être un problème existentiel ou politique, et on va chercher dans l'histoire comment résoudre ce problème. Akhenaton, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé. Freud, Sigmund Freud, en 1938, commence obsessionnellement il se fait égyptologue, à lire des choses sur Akhenaton, voilà, c'est ce qui va donner Moïse et le problème du monothéisme. Il a un cancer de la mâchoire, il est exilé à Londres, il voit avec horreur les persécutions anti-juives flamber dans toute l'Europe. Et dans ce moment extrême de douleur, d'urgence, le plus urgent qu'il trouve à faire, c'est s'intéresser à l'égyptologie. Pourquoi ? Parce qu'il va chercher là, il cherche l'énigme, une énigme. Pourquoi on déteste les Juifs ? C'est ça qui l'angoisse. Et il pense que
la réponse aux questions du présent se trouve quelque part dans le passé. Bon, il est psychanalyste. Donc il pense qu'il y a un trauma initial qu'il faut aller chercher dans l'enfance. Ben, nous, on est archéologues. Et là, et nous savons, encore une fois, dans notre vie psychique, on sait que ce qui nous tourmente le plus, c'est pas forcément ce qui est arrivé hier. Ça peut être quelque chose d'ancien qui revient. Voilà. Donc, oui, ça m'a beaucoup touché quand j'ai compris ça, c'est que Freud allait chercher dans le passé les réponses des énigmes du présent. Il ne va pas essayer de déchiffrer les mystères du passé. Non, le mystère, c'est le présent. Et moi, je suis comme vous. D'abord, on est contemporains. Je suis comme vous. C'est-à-dire, je suis d'abord amoureux d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est le présent. Mais pour comprendre le présent ne me suffit pas. Ben, je sais qu'il faut aller, que peut-être des réponses sont à trouver dans le passé. C'est pour ça qu'on raconte des histoires. En fait, tout événement a deux dates. La date du succès et la date dans laquelle acquiert la dimension d'événement. Exactement. Et ça, ce n'est pas corrélatif forcément. Non, ça peut être bien plus tard. Ça peut être bien plus tard. Par exemple, soit la date de... c'est-à-dire qu'un événement, c'est quelque chose qui a lieu et la manière de le raconter. Je prends un autre exemple. Je parlais d'assassinat politique. On parlait de Kennedy. Kennedy, il a été tué, comme vous le savez, à Dallas, dans sa voiture. Je parle d'un autre souverain qui a été tué dans sa voiture, c'est Henri IV, à Paris, en 1610. Henri IV est assassiné et poignardé par un catholique fanatique qui s'appelle Ravaillac. C'est on va dire, un acte terroriste. C'est un terroriste. Il veut déclencher la terreur dans le royaume de France et relancer les guerres de religion. Parce que Henri IV a effectivement pacifié le royaume, et voilà un terroriste, comme les terroristes, aujourd'hui. Ils vont taper pour que les communautés se déchirent. Et c'est exactement ce qui se passe en 1610. Et donc, très vite, il y a une sorte de guerre de l'information. Alors, il n'y a pas, effectivement, X, anciennement Twitter, il n'y a pas tout ce que vous voulez, mais il y a quand même des brochures, il y a l'imprimerie, il y a des gravures, et il y a toute une histoire dont je parle, de la course à l'information. C'est-à-dire, tout de suite, il meurt en fin de journée, tout de suite, il y a des cavaliers qui partent pour donner l'information, et il y a une sorte de guerre d'interprétation qui immédiatement va, au fond, se déclencher pour que triomphe une vision de l'événement. Est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est un acte isolé? D'ailleurs, dans les cas terroristes aujourd'hui, c'est toujours la même question. On va se demander si c'est un acte isolé, le fameux loup solitaire, et donc on va dire Ravaillac est un loup solitaire, ou est-ce que c'est un complot? Ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Eh bien, ça se décide dans les heures qui suivent l'événement en 1610. Donc il y a déjà à ce moment-là un conflit d'interprétation et une guerre des mémoires, mais c'est une mémoire immédiate. Là, c'est intéressant les choix que vous avez fait des crimes par les souvenirs. Pourquoi ces trois crimes vous avez choisis? Les trois, c'est Henri IV. Henri IV, Saint-Louis, oui. et Alexandre Magne. Ah oui, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est la même chose. Quand il meurt, Alexandre le Grand, si loin de la Grèce,
celui qui va mettre la main sur son corps, qui va le ramener, qui va dire ce qui s'est passé, aura le pouvoir. Donc, il y a une guerre de l'information qui est une guerre de la mémoire immédiate qui décide, presque une fois pour toutes, du sens de l'événement. Et vous savez très bien, y compris dans le monde moderne, que quand un événement a lieu et que les pouvoirs en place décident de dire, je sais pas, c'est l'Irak, ou c'est l'ETA. Après, c'est très très difficile de revenir sur sur cette interprétation immédiate, qui souvent force le cours de l'événement. Et dans tous les cas de terroristes, disons des années de plomb, ça a été le cas. Je voulais, avant de passer la parole à qui veut participer, je voulais simplement faire une référence à une question. Vous avez été l'historien des Jeux Olympiques de Paris. Vous disiez avant de venir que les Jeux Olympiques de Barcelone et les Jeux Olympiques de Paris sont les deux événements dans les Jeux Olympiques. Comment vous comparez et analysez ces deux événements? Oui, j'ai eu la chance d'être un des scénaristes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et si j'ai travaillé effectivement directement à cet événement, c'est parce que, comme je vous le disais, je pense qu'un historien peut aussi travailler à produire des imaginaires, et que pour ma part, je suis un historien de la ville et du pouvoir de l'image. Et voilà, ma compétence au départ, c'est ça, c'est la transformation urbaine. J'ai fait ma thèse sur Milan à la fin du Moyen-Âge, la manière dont les princes construisent la ville, la transforment à leur image, c'est-à-dire à l'idée qu'ils se font de leur propre pouvoir. Et les Jeux Olympiques, ça m'a toujours intéressé, parce que j'ai été, comme beaucoup d'Européens, mais vous avez évidemment une autre expérience, fasciné par l'expérience urbanistique de Barcelone 92. Barcelone 92, c'est le modèle, je crois, pour le monde, de la capacité qu'a une ville d'utiliser les Jeux Olympiques comme opérateur de transformation urbaine. C'est un événement. La ville s'en trouve transformée. Ne serait-ce que parce qu'il y a une nouvelle ville. Une nouvelle ville avec laquelle on doit faire aujourd'hui. Lorsque Paris obtient les Jeux Olympiques, lorsque Paris décide de concourir pour une troisième fois aux Jeux Olympiques, on n'est plus du tout dans le même contexte. On est après 2015. 2015, c'est les attentats à Paris. Donc Paris est une ville blessée. 2015, c'est les accords de Paris. Donc, Paris doit défendre aussi une vision multilatérale, écologique et environnementale du monde. Et puis, on est en 2015, après effectivement toute une séquence où, d'une certaine manière, les Européens sont beaucoup moins sûrs d'eux-mêmes, ont moins de capacités économiques, enfin bref. On admire beaucoup l'expérience de Barcelone, mais on sait qu'on ne peut pas faire la même chose et qu'on ne doit pas faire la même chose, qu'on ne peut pas construire. Bon. Et puis, par ailleurs, c'est pas à moi de le dire, mais ça crée aussi à un moment un héritage qu'il est lourd de gérer.
Qu'est-ce qu'on fait de ces équipements? C'est une transformation urbaine, mais qui a aussi beaucoup d'avantages, mais quelques inconvénients aussi, la gentrification. Enfin bon, voilà. Ce n'était pas possible. Mais on voulait que ça soit aussi puissant, sans rien construire, avec l'idée qu'on allait faire la ville, les jeux dans la ville. Il y aurait quelques équipements, mais qui seraient immédiatement, dont on avait déjà imaginé la transformation. Et donc on s'est dit, eh bien, les Jeux Olympiques seront, comme à Barcelone, un opérateur de transformation urbaine, mais non pas de la ville elle-même, mais de la vision qu'on a de la ville. C'est la représentation de la ville qu'on doit transformer. Et c'est à ça qu'a servi aussi les cérémonies. Et donc, maintenant, vous, depuis 1992, vous avez un patrimoine matériel, un héritage matériel des Jeux, et nous, on a un héritage immatériel. Qu'est-ce qu'on fait de cette idée? Qu'est-ce qu'on fait de cet imaginaire? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a donné à voir et à vivre? Est-ce que ça fait événement? Est-ce que ça va faire date? Alors, moi j'espère, évidemment. Je parlais de Walter Benjamin tout à l'heure. Walter Benjamin est ce philosophe de l'histoire qui pense que les images peuvent faire des points d'arrêt. Vous voyez, un point d'arrêt. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une image, puis les choses ne seront plus jamais pareilles. C'est peut-être une illusion, hein. Quand on a vu Amanda Godman, la poétesse américaine, dire son magnifique poème à la cérémonie d'ouverture de Joe Biden, on s'est dit « Waouh, ça c'est une image. C'est une image qui va rester et qui sera un coup d'arrêt. » Ben non. Mais on a pensé à Amanda Godman, et puis on en a imaginé d'autres des images. Voilà. Aya Nakamura, Axel Saint-Cyril qui chante la Marseillaise sur le Grand Palais. Enfin, voilà. Et on s'est dit, mais voilà, maintenant les images, en soi, c'est rien. C'est qu'un spectacle. Mais elles se feraient un chemin vers les imaginaires de chacun. Il n'y a pas de mémoire collective, ça n'existe pas, la mémoire collective. Il y a les souvenirs individuels de vous, de vous, de vous. Et après, qu'est-ce que ça fait, ça? Je ne sais pas. Et dans l'univers digital, c'est encore plus difficile. Ah ben c'est incontrôlable. Incontrôlable. Et évidemment, là encore, pour rester sur ce qui nous inquiète sans doute toutes et tous, sur la situation américaine, on y revient. L'enjeu principal pour l'Europe, c'est aujourd'hui et urgemment de trouver des parades, cette fois-ci, si possible, non naïves, à une offensive dont on comprend bien maintenant qu'elle est coordonnée, qu'elle est pensée, qu'elle est financée, et qu'elle a pour ennemi, effectivement, la démocratie et la transition énergétique. Voilà. Maintenant, c'est clair. La transition énergétique et la démocratie ont les mêmes ennemis. Et ils sont au pouvoir dans beaucoup de pays. Bon. Donc ça, c'est l'autre question que je pose dans l'autre petit livre qui s'appelle « Le temps qui reste ». Il reste encore un peu de temps pour réagir, mais maintenant, il va falloir s'y mettre. Qui s'incorpora? Aquí hay una pregunta. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre conférence. Je suis très content d'avoir écouté une conférence d'un historien qui ne parle pas de la vérité. Dans les faits de l'histoire, vous avez parlé d'événements, mais pas de vérité. Donc, je me demande, et puis je suis très content de ça, mais en même temps, je me demande,
quelle est la philosophie derrière ça? C'est Gilles Deleuze qui parlait d'événements, c'est Alain Badiou qui parlait d'événements, ou peut-être encore plus c'est Martin Heidegger, parce que Heidegger, dans plusieurs endroits, il parle de la différence entre Geschichte et Historie. Et de Geschichte, c'est où on parle des événements. Ça veut dire de l'histoire comme quelque chose qu'en fait, on est presque, on fait partie de l'histoire. Mais l'histoire, c'est quelque autre chose de la vérité où on parle de les faits. Et puis, donc, j'aimerais bien savoir si vous pouvez peut-être donner une explication de la philosophie, ou peut-être quelque autre philosophie qui parle de... En fait, où est la vérité dans votre discours? Alors, moi, je suis un défenseur intraitable du régime de vérité des historiens. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a une vérité en histoire, mais je dis que les historiennes et les historiens de métier construisent la vérité, c'est une construction verbale, d'une manière qui n'est pas celle qu'utilisent les politiques, les artistes, les philosophes, les écrivains. Qu'il y a plusieurs mises en présence du passé, de l'histoire, que l'histoire comme discipline savante n'en a pas le monopole, mais qu'elle doit parfois défendre sa spécificité. Donc je suis assez historien, un peu intraitablement historien. Voilà. Je pense que de temps en temps, il est utile de ramener au réel. Mais que voulez-vous, on discute après, effectivement, toute la philosophie de la déconstruction des années 70, qui, pour moi, n'est pas une philosophie de destruction de la réalité, mais au contraire de mise en critique de cette réalité. Il y a au fond, le penseur, si vous voulez me poser la question de ma philosophie sous-jacente, le penseur avec lequel je suis le plus continuellement, c'est Michel Foucault. Et Michel Foucault, son dernier cours au Collège de France en 1984, avant de mourir, s'appelle « Le courage de la vérité ». Donc en réalité, toute son opération ne consiste pas à annuler complètement l'idée qu'on puisse accéder à une vérité. Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que c'est l'exercice et que je voulais parler de beaucoup de choses et que je ne pouvais pas. Ça. Mais je pense que aujourd'hui, il faut prendre conscience que le rappel à la vérité du fait ou au réel n'est pas un démenti suffisant au récit entraînant, idéologique, qui actuellement transporte les foules. Milei, Trump, tout ça paraît tellement délirant. On se dit, c'est facile, on va expliquer gentiment que c'est pas vrai, que les réfugiés à Haïti ne mangent pas les chiens et les chats de compagnie, que le vaccin du Covid n'a pas été amené par des extraterrestres. On va le dire gentiment. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Donc là, on doit aussi s'intéresser aux effets du discours. Non pas pour renoncer au courage de la vérité, mais pour comprendre que ce n'est pas en l'assénant brutalement qu'on va convaincre. Voilà. Et là, je pense que depuis 15 jours, on se rend compte que les attaques contre la vérité ou le régime de vérité, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse qu'on le pense. Beaucoup plus sérieuse. Qui ne va pas
qu'on ne peut pas se contenter de traiter par le mépris ou par le fact-checking, en disant, bon, voilà, non, ça c'est... Voilà. D'abord parce que les intérêts, encore une fois, sont puissants, l'adhésion est profonde, et donc on est, pour moi, dans une crise des Lumières, c'est-à-dire de ce projet d'émancipation par le savoir. D'émancipation par le savoir. C'est de ça dont on parle. Et qui est une crise profonde. Oui, merci beaucoup. Je vais parler aussi en français. Alors, j'ai des petites questions. D'abord, est-ce que les événements sont construits ou liés qu'aux sources écrites? Comment on fait pour préserver ou définir un événement qui fait date ou coupure si c'est un événement qui passe que par l'histoire orale? Alors, ça sera la première question. Et puis, par rapport à votre idée de quand date la date ou comment définir un événement, est-ce que vous seriez d'accord que ça peut changer énormément? Et par exemple, un événement peut exister ou disparaître selon qui, selon les points de vue, selon les sources qu'on a, selon les historiographies, les histoires nationales. Alors, c'est le temps qui définit les événements ou c'est plutôt les personnes? Merci. Merci à vous. C'est une vaste question. Pour revenir à une histoire simple et commune sur laquelle, effectivement, je n'ai pas besoin de me raconter, 1492, la conquête de l'Amérique. Évidemment, là, c'est difficile de trouver une situation plus dissymétrique du point de vue de la mémoire et du témoignage, puisque, voilà, vous le savez, très rapidement, l'extermination physique des Indiens, l'anéantissement de leur culture rend très difficile la reconstitution, qui est vraiment une reconstitution au sens archéologique de ce que l'anthropologue Nathan Wachtel a appelé la vision des vaincus. Donc, pour essayer de comprendre ce que c'est comment les Indiens ont vécu l'arrivée des conquistadors, il faut lire les quelques textes qui restent, mais qui sont des textes ambigus, puisque, effectivement, ils sont soit les conquistadors eux-mêmes ou les missionnaires qui disent avoir entendu ceci ou cela, ou les métis qui écrivent leur propre histoire dès les années 1540, 1550, mais au filtre de tout ça, on peut faire une histoire et peut-être aussi une ethno-histoire. Alors là, vous voyez, je vais très très loin, mais vous savez que le projet de l'ethno-histoire, c'est de dire que, par exemple, la manière dont, aujourd'hui, les Mexicains d'aujourd'hui racontent, ou pas forcément racontent, vous savez, il y a ces choses extraordinaires qui sont les danses de la conquête, des rituels, des danses, de chorégraphies qui... aujourd'hui, pas exactement, mais enfin, en tout cas, au début du XXe siècle, quand les ethnologues sont là et collectent les histoires, eh bien, chorégraphie la défaite, danse les derniers, notamment après la prise de Mexico en 1520, les derniers jours de Moctezuma, le dernier des souverains aztèques. Bon. Donc, bien sûr, il y a de l'histoire orale. Je prends un autre exemple. Souvent, on considère que l'histoire dit la vérité et que les mémoires des minorités, les mémoires des militants, les mémoires revendicatives, eh bien, sont les assaillants de cette forteresse. Voilà. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez par exemple comment dans l'Union soviétique,
l'histoire officielle disait le mensonge et le témoignage la vérité. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les goulags, à l'époque soviétique, vous n'allez pas lire les historiens soviétiques. Vous allez lire Chalamov, Solzhenitsyn, etc. C'est d'ailleurs si vrai que le premier des actes de guerre de Poutine, historien en chef, comme l'a appelé Nicolas Werth, c'est de supprimer l'association qui s'appelait Mémoire, qui était l'association de la mémoire des crises du stalinisme. C'est le premier acte. Voilà. Est-ce à dire pour autant que chaque source ne documente que son point de vue? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que nous avons des moyens, c'est ce qu'on appelle la critique, une fois qu'on a identifié le point de vue d'une source, même s'il est partiel et partial, et il est toujours partiel et partial, d'en tirer des conséquences qui ne disent pas seulement le point de vue de la source. Voilà. Donc, l'histoire est possible, l'histoire est toujours possible. On peut toujours reconstituer l'histoire, même quand les vainqueurs se sont acharnés sur les vaincus. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et on le sait d'ailleurs. Politiquement, on le sait. On sait que les entreprises de sauvetage de la mémoire, même en cas d'anéantissement, songez aux épisodes les plus dramatiques et les plus héroïques du ghetto de Varsovie, où, dans la situation la plus désespérée, les Juifs qui vont mourir de la persécution nazie, doutant de leur possibilité de sauver leur vie, vont d'abord chercher à sauver leur passé et enterrer dans des bouteilles, des caisses, toutes les archives secrètes du ghetto de Varsovie pour qu'ensuite on les retrouve. Et si j'ose dire, ça a eu lieu. Ça aussi a eu lieu, ce sauvetage du passé. Alguna intervenció? No hi ha res més. Ho deixem aquí. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.